Dobry den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Spécialiste du monde arabo-musulman, Gilles Kepel signe pour la première fois un récit très personnel sur ses origines tchèques à partir de l'histoire de son grand-père Rudolf et de son père Milan. Enfant de Bohême, c'est le titre de son livre publié récemment chez Gallimard et ce que le politologue appelle une épopée familiale. Gilles Kepel a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. 28 octobre, journée spéciale, très spéciale dans le calendrier national. On célèbre le 104e anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie, la première république. Dans votre famille, pour vous, est-ce que ça a été quelque chose d'important? Est-ce que ça a été transmis de grand-père à père, de père en fils? Ça a été très important, mais ça n'a pas vraiment été transmis puisque celui qui aurait pu le faire, c'est mon grand-père, qui était le secrétaire de rédaction de la Nation tchèque à Paris en 1915, lorsqu'elle a été créée et qui était le premier organe de l'indépendance, rédigé en français, dont les locaux étaient dans son domicile rue Boissonnade à Montparnasse. Mais c'était quelque chose dont mon père n'avait pas vraiment conscience, il ne m'en a jamais parlé. Et je ne l'ai redécouvert que quand j'ai commencé à faire les enquêtes pour mon livre Enfant de Bohême. Et je me suis rendu compte à ce moment-là comment et combien ça avait été fondateur. À la fois parce que Rodolphe Kappel que j'appelle Rodolphe K dans mon livre, avait été aux côtés de Masaryk, qui fut son professeur, et avec Bénèche, qui avait été son élève, Bénèche qui l'a ensuite écarté, l'une des personnes les plus actives dans ce phénomène. Ils sont tous présents dans votre livre, non seulement Masaryk, Bénèche, mais également Stefanik, Ossouski. Toutes les figures importantes figurent dans votre livre. Votre grand-père, que vous appelez Rodolphe K, dans votre récit, était au cœur de tout cela. Oui, tout à fait, puisque en fait, il était arrivé à Paris en 1908, essentiellement parce qu'il avait des ambitions littéraires et artistiques, et de fait, il a été le premier traducteur de Guillaume Apollinaire en tchèque. Il a organisé à Prague en 1910 l'exposition des indépendants avec la société Manèche, il était vraiment un passeur culturel entre Prague et Paris. Tout en étant un militant de l'indépendance, il était extrêmement proche de Victor Dyk, autre personnalité de cette époque-là, qui est un peu oubliée aussi. Par rapport même filleul-parrain, c'est ça? Il était son ami et ils étaient à l'université ensemble, et Victor Dyk était le parrain de mon père Milan. Il a été quelqu'un de très actif dans l'engagement nationaliste, puisqu'il avait participé dès 1897 avec Dyk justement aux fameuses émeutes de décembre, il avait ensuite fui sous la mitraille. Il avait corrigé les épreuves du reste du livre de Dyk qui s'appelle Décembre, qui n'est pas traduit en français. Mais il avait mis ça un petit peu entre parenthèses au début de sa venue à Paris, parce qu'il était comme tous les jeunes tchèques de l'élite intellectuelle et politique, en partie de l'époque, fascinés par Paris, parce que le grand souffle de Paris devait balayer Vienne dans leur esprit. C'est ce qui se passait quand on se réunissait au Café Louvre, à l'époque avenue Ferdinand, aujourd'hui avenue Nationale, avenue Narodny. Mais avec la déclaration de guerre, il est extrêmement actif. Et son premier acte, si j'ose dire, de gloire, c'est d'avoir contribué de manière puissante à faire en sorte que les Tchèques ne soient pas considérés en France comme des sujets austro-hongrois et donc internés. Il écrit une tribune à la une du Journal des débats, un très vieux organe de presse, assez influent à l'époque, et il est entendu, et les Tchèques francophiles
sont exclus de l'internement qui était réservé aux Autrichiens et aux Magyars. Cette relation avec notamment Edvard Beneš et Tomáš Garrigue Masaryk a été quelque peu changée par une affaire de mœurs. Est-ce que vous en avez découvert plus? Est-ce que ça a été capital dans l'histoire de votre aïeul? Je crois que c'est moi qui l'ai découverte parce que vous savez, mon grand-père a été complètement mis sur la touche et oublié parmi les fondateurs, précisément parce que en 1900, donc en mai 1915, le premier numéro de la Nation tchèque, qui est un bimensuel, donc qui paraît tous les 15 jours, est publié. Ernest Denis, le grand slavisant nîmois, en est le directeur et Rodolphe, qui est secrétaire de rédaction, donc il fait tout le travail. Et Beneš arrive quelques temps plus tard, en septembre, si je me souviens bien, à Paris, où il s'installe, et il voit tout de suite que la nation tchèque, qui s'est imposée par rapport aux autres bulletins indépendantistes qui ont disparu, va devenir ce que Masaryk voulait, c'est-à-dire l'organe central de la mobilisation pour la Tchécoslovaquie dans les colonies, en Europe bien sûr, mais aussi aux États-Unis, où est l'argent essentiellement. Et de ce fait, Beneš voit tout de suite là l'opportunité pour lui d'en faire un enjeu de contrôle du pouvoir. Et dès son arrivée, il fait tout pour écarter Rodolphe. Alors peut-être que Rodolphe donnait des verges pour se faire battre. Je ne pense pas qu'il était quelqu'un d'extrêmement bien organisé, peut-être. Je ne suis pas sûr de son sens politique. C'était plutôt un artiste, enfin en tout cas quelqu'un qui s'intéressait à l'art et qui était peut-être davantage dans la procrastination que dans l'action. Je ne vais pas essayer d'être à peu près objectif, mais toujours est-il que Beneš veut l'éliminer, fait semblant de ne pas le connaître alors qu'il a été son étudiant, son élève au lycée de Vinohrady, et puis finalement sort une histoire de mœurs parce qu'il explique à Masaryk qu'il y a une jeune femme qui est à l'hôpital, qui a un enfant, qui n'est pas marié, et, dit-il, la rumeur, c'est que Rodolphe est soit le père, soit l'entremetteur, ce qui n'est pas très flatteur, mais toujours est-il que Masaryk, qui était très austère de mœurs, réagit, puisqu'on a la correspondance, on n'a pas la réponse, mais son nom disparaît de l'ours ensuite, à partir de l'été l'été de 1916. Et à ce moment-là, Rodolphe s'intégrera dans la Légion tchèque, portera l'uniforme d'aspirant, sera très actif aussi dans l'immédiat d'après-guerre pour organiser notamment des spectacles culturels à Paris, celui du Quatuor tchèque, etc. Hanuš Jelinek raconte qu'il sauve le Quatuor parce qu'il va récupérer des pupitres et qu'on avait oublié. Mais après, il reste dans la bohème avec un accent grave, au détriment de la bohème avec un accent circonflexe, parce que finalement, il considère que le pays, la Première République, est dirigé par des profiteurs, des incapables, etc. Il en a une vision assez sombre, et puisqu'il en a été exclu, bien sûr. C'est la frustration qui parle. Peut-être, il y a certainement ça qui joue. En même temps, à Paris, indéniablement, il y avait un milieu intellectuel plus riche et il s'épanouit davantage. Et puis, c'est un grand séducteur, un peu comme Milan Štepanik. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a donné à mon père le prénom de Milan. À propos de prénoms et au-delà des polémiques qu'affectionne la France ces dernières années sur ces histoires de prénoms, vous l'appelez dans votre livre Rodolphe et non pas Rudolf, son prénom de naissance. Il a donc donné ce prénom de Milan à son fils. Milan vous a donné un prénom quasiment imprononçable pour des Tchèques. Oui, je crois que c'est Yélié en tchèque, il faudrait dire, c'est ça? Exactement. Moi, quand il écrit en tchèque, il signe Rudolf, et quand il écrit en français, notamment
à l'ours de la nation tchèque, il se nomme Rodolphe Kepler. Donc, j'ai gardé ce prénom pour le livre en français. Est-ce que c'est lui également qui est passé de Keppel, K-E-P-L, à Keppel, K-E-P-E-L? Non, c'est mon père, puisque quand mon père peu après qu'il a été naturalisé français en 1954, il a ajouté ce E pour des raisons phoniques, puisque on ne fait pas le schwa en français, donc Kepler, c'est pas prononçable chez le teinturier et autres, donc il a fait de Kepler Keppel, ce que je simplifie en utilisant uniquement le monogramme K comme patronyme, mais c'est aussi parce que ce livre est davantage, c'est une épopée, si vous voulez, que je reconstruis à partir de ma propre sensibilité et en m'interrogeant à la fois sur que suis-je devenu, vous savez, le vers d'Apollinaire et que le voix sinistre, Ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu, et aussi comment j'ai écrit certains de mes livres, pour paraphraser cette fois-ci Raymond Roussel. Et donc, je n'ai pas fait œuvre d'historien, hein, ce n'est pas un essai comme les ouvrages précédents sur le monde arabe musulman, sur les banlieues françaises, mais c'est davantage à partir d'un énorme travail d'archives, surtout d'aide, parce que je ne connais pas le tchèque et je n'avais pas d'expertise du tout dans ce domaine. J'ai travaillé 10 ans là-dessus, en grande partie à mes heures perdues. J'ai écrit 3 livres professionnels en même temps. Et je le publie non seulement pour exhumer une histoire familiale qui n'aurait d'intérêt que pour moi et mes enfants éventuellement, mais surtout pour, à travers celle-ci, permettre de repenser à la fois un bastion totalement englouti de l'histoire tchèque, et je crois que ça n'est pas la seule, que j'ai compris, l'histoire tchèque moderne a beaucoup eu tendance à à occulter une partie de son histoire, et d'autre part parce qu'il m'a semblé que c'était aussi intéressant de voir comment est-ce que quelqu'un dans mon genre était devenu arabisant, avait fait cette carrière, etc. Parce qu'il y a eu une coïncidence qui a déclenché un peu. J'avais commencé à fouiller les archives familiales, à commencer à avoir des traducteurs, etc. Et puis, vraiment, la dynamique s'est emballée par deux effets. Mon père a été atteint de la maladie d'Alzheimer et il ne parlait plus que de ces choses très anciennes, c'est-à-dire de son père, de manière fragmentaire, donc je n'y comprenais rien, et j'ai voulu retrouver sa mémoire, et d'une certaine manière essayer de lui rendre sa mémoire pour être avec lui le plus longtemps possible et continuer à partager ce qu'il avait été et ce qu'il était en train de finir d'être, et de pouvoir, disons, l'aimer in extremis. Et ça a coïncidé avec le fait que, en 2016, j'ai été condamné à mort par Daesh, par l'individu qui avait égorgé le policier Jean-Baptiste Salvin et son épouse devant les yeux de leur petit-fils. Il m'a condamné à mort sur Facebook Live. Donc moi aussi, j'étais ma mort avait été programmée. Bon, elle n'est pas arrivée, ce sont eux qui ont été tués, mais ça m'a mis dans une situation assez compliquée. Et puis, on vivre 2 ans sous protection policière en permanence. Enfin, ça change un peu le rapport qu'on a à sa vie, à soi, à ce qu'on a écrit, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un autodafé, simplement de mes livres, mais de m'égorger à mon tour. Et donc c'est tout ça qui a, si vous voulez, qui a été l'élément fusionnel qui m'a donné à la fois l'énergie de l'écrire et qui en a fait pour moi une nécessité, une sorte d'accomplissement. Je parlais des prénoms, donc prénom très français donné par votre père, la non-transmission de la langue tchèque qui vous oblige à vous faire traduire ces archives. Est-ce qu'il y a eu un processus, il est beaucoup question d'assimilation, d'émigration dans votre récit. Votre part de tchéquité, je dirais, vous l'avez découverte à ce moment-là ou vous vous en sentez très loin finalement de cette bohème?
Avant de faire ce livre, je m'en sentais très loin. J'étais allé quelquefois à Prague avec mon père mes parents, ma mère était encore vivante, quand mon père était le traducteur de Václav Havel. Il avait eu un contrat spécial avec Havel de manière à ce qu'il garde les droits de ces pièces que l'agence communiste d'Ilia, je crois, ne voulait pas faire traduire. Il gardait les droits et il les remettait à Havel en liquide quand il allait en Tchécoslovaquie. Il lui était fouillé, mais moi non. On ne fouillait pas les enfants. Donc, je me souviens d'avoir un jour à la frontière austro-tchèque, pendant que les douaniers fouillaient la voiture, regardaient les livres. On avait autorisé ma mère à avoir elle, c'était Moda. Vous voyez, j'ai un mot tchèque. Et ils ignoraient que dans le garnement qu'il y avait là, avait dissimulé dans ses sous-vêtements des billets de 100 francs français, suisses ou belges, destinés à Havel, qui pourrait s'en servir pour acheter du saucisson, des chaussures avec des semelles en cuir dans les magasins pour étrangers. Mais sinon, j'étais pas tellement intéressé parce que bon, les relations entre fils et père, c'est une longue histoire. J'essaie du reste d'élucider un peu à ma manière dans ce livre, avec mon père et surtout Milan et son père Rodolphe. Mais j'ai fait autre chose de ma vie. Je me suis focalisé sur le monde arabe. Alors peut-être est-ce que c'était ma manière de payer mon tribut à l'assimilation et finalement à reconstruire une dimension exilique, je ne sais pas, dans mon identité française très très profonde. Et pour moi, évidemment, l'écriture de ce livre a été l'occasion de redécouvrir, de découvrir complètement Prague, qui me fascine à chaque fois davantage. J'ai découvert la maison forestière natale de Rodolphe K, où il est né en 1896, dans un petit hameau près du village de Nadiejkov, loin de Tabor, dans un lieu qui veut dire Kalichte, donc je sais pas, ça veut dire la bauge du sanglier. Le sanglier est la figure tutélaire du livre, du reste. J'ai découvert Tabor, très belle ville aussi. J'ai découvert son lycée, dans le lycée austro-hongrois, c'était le gymnasium austro-hongrois, c'est quand même quelque chose de sérieux, puisqu'il y a toujours les archives. J'avais ses notes à Maturitas, au bac. Bon, il n'a eu que la mention passable, je suis obligé de le reconnaître, mais il a dit qu'il voulait être professeur, donc finalement, peut-être que j'ai comblé à 2 générations de distance ces desiderata. Gilles Kepel, avez-vous l'impression qu'en découvrant cette part de vous, de tchéquité, vos racines en Bohème, vous a donné une grille de lecture différente de ce qui est en France actuellement? Je pense évidemment au conflit en Ukraine, avec quelques éléments de langage, comme on dit dans la presse ou chez les politiciens dans l'Hexagone, qui font référence à une guerre aux portes de l'Europe, alors que ce n'est pas du tout le point de vue depuis Prague, où on voit la guerre en Europe, évidemment. Oui, et ça, j'ai essayé de le dire lorsqu'on m'a interrogé à propos du livre récemment. Les journalistes sont surpris, d'habitude, ils me proposent des questions sur le djihad. Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Il m'a semblé effectivement que ce livre était une occasion pour ceux qui le découvriront de se rappeler que cette partie de l'Europe n'est plus l'autre Europe, comme on disait à l'époque du communisme, qu'on avait d'autres faire, mais que c'est une partie de nous-mêmes, que nous sommes une partie d'elle-même aussi. Et quand je suis à Prague, je me sens certes un Français d'origine tchèque, mais je me sens surtout un Européen. Alors on m'a dit que je pouvais récupérer la nationalité tchèque si je le souhaitais par filiation. Bon, pourquoi pas, mais j'aurais un peu peur d'être une pièce rapportée. Enfant de Bohème, c'est le titre de votre livre, Gilles Kepel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt, je l'espère. Merci de votre invitation et Marshladano. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre écoute et de votre attention et à très bientôt.